le grand jour des chroniques. Bonjour mesdames et messieurs. Informations scientifiques, cinématographiques, ça commence bien, culturelles, art de vivre vous attendent autour de la table avec l'équipe bien en place. Notre invité en deuxième page d'émission est le directeur d'un cabinet qui forme plusieurs jeunes ivoiriens et africains aux outils d'entreprise et leur facilite l'accès à des stages et pré-emploi. C'est vous dire qu'il y a des opportunités en l'air pour vous aujourd'hui. Donc tous à vos blocs-notes. Bienvenue chers tous dans ce direct qui sera bien sûr animé par les fans de l'émission et les étudiants du CBCG de Cocody qui renouvellent ici encore une fois leurs applaudissements. Voilà, petit saut pour commencer 3 ans en arrière, toujours sur le plateau où nous recevions Steven Kodjia, autodidacte et habilleur de stars. Voici ce qui a changé depuis son passage sur ce plateau béni. Au fur et à mesure de partir à la recherche de pièces exceptionnelles, j'ai développé en moi en fait un œil au niveau du style, au niveau des matières, au niveau de pas mal de choses qu'on n'apprend pas dans les écoles, forcément dans les écoles. Je suis passé à CMIDI en mai 2017, donc ça fait 3 ans et depuis une nouvelle collection, un fashion film awardisé aux États-Unis et un défilé pendant la Fashion Week à Paris en juin 2019. La Côte d'Ivoire a découvert mon travail. L'émission, elle m'a apporté une visibilité en Côte d'Ivoire et beaucoup de personnes m'ont parlé de l'émission et ont découvert mon travail. On a fait le premier défilé French Deal pendant la dernière Fashion Week à Paris. On a fait la dernière campagne French Deal à Abidjan. Et aujourd'hui, je travaille sur une nouvelle collection d'accessoires qui verra le jour cette année au mois de mai 2021. Et voilà, vous aurez bien compris pourquoi il faut non seulement suivre cette émission, mais y participer quand vous avez des histoires de vie à raconter. Passez nous voir en semaine du lundi au vendredi. Nous vous écoutons tous les après-midi à partir de 15h ici même à la maison de la télé à Cocody. Et aussi, nous avons un manager international, c'est lui qui a propulsé, dit-on, Magic System. Il fut manager de Rihanna, de Whitney Houston. Ça commence à faire sourire. Il vit en Espagne, il est aujourd'hui à CMIDI après une grosse négociation avec la RTI. Recevez manager Failo. Les couleurs, hein. Merci Abidjan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Ça va, merci beaucoup, manager. Ça va, super, super. Mais là, j'ai arrivé à 4 h du matin et je suis plus le dernier vol. Et puis, j'aime Abidjan, c'est mon pays. Et puis, voilà, après une grosse négociation, vous l'avez avec la RTI, il n'y a rien même qui ne voulait même pas me laisser venir. Mais j'aime les Ivoiriens et puis, c'est des bonnes gars. C'est super. Voilà. C'est-à-dire que vous parlez quelle langue avec Rihanna? Vous parlez anglais avec elle? Je parle anglais avec elle. Vous savez que Rihanna, elle est... Oui, je parle beaucoup l'anglais avec elle. Et puis, je suis un peu lusophone. D'accord. Je parle un peu l'espagnol, le portugais. À Orlando Respito, c'est quoi, salut les Ivoiriens. Il dit, à Oula Mañana pour rester de siempre. Voilà, super, j'aime beaucoup. Merci, alors, voilà. En tout cas, vous êtes très flashy, hein, belle couleur. Et puis, ça, c'est très tendance, ça. Hein. Puis, ça vient pas d'ici. Okay. Ça vient pas d'ici. Et puis, voilà. No problem. Allez, vous nous ramenez un artiste. Je vais rejoindre l'artiste d'abord. Et d'abord, vous dites que j'ai été appelé par David Taïro parce que je ne me déplace pas comme ça. Okay. Vol spécial. Voilà, un groupement artistique. Alors, David Taïro m'a déplacé parce qu'il a découvert une artiste en Côte d'Ivoire qui est l'artiste chanteuse, elle est auteure-compositrice, elle est professeure de musique, elle est guitariste, elle est interprète, ça c'est du jamais vu. Et quand il m'a appelé, j'ai vu un peu les vidéos de l'artiste, j'ai dit mais il faut que je me déplace parce que là je retourne cet après-midi encore, en Angleterre encore pour d'autres concerts. Mais vous n'avez pas le temps, hein? Non, pas du tout le temps. Il fallait pas perdre du temps, on n'aime pas perdre du temps ici. Voilà. Vous. Allez, vous allez donc vous rendre directement vers l'artiste. D'accord. On va faire découvrir sous les applaudissements de notre cher public. Merci beaucoup. Alors, elle est là, franchement, c'est... En même temps, je la découvre en même temps que vous parce que j'ai ça. Vous savez, je tourne tellement. C'est Julien Toali, alias Julie N, c'est son nom, l'artiste. Et puis, voilà, rapidement, vous êtes là, et les Ivoiriens. Hello Julie, vous nous faites un petit salut, un salut aussi musical. Ok. Allez, let's go. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Alors, on va faire une petite reprise de Atoula, de Nayan Kabel. Let's go. Je n'ai jamais vu quelqu'un interpréter ça sur la terre, à part elle. Allez-y. Jamais. Kumachama Folai
Dima ke soro tunyari ala Kuma chama yalondo Obima soro leni fe ala Manami kami Diana kote Dimi kami Lama wilama pi Dana sukurabi komashama Avec tout au long de cette émission. Allez, ça va bien autour de la table. Bonjour, déjà pour commencer à Alissar, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Allez, bien. Et vous, bonjour aussi à Riz Yahan. Bonjour à toutes et à tous. Ouais. Renouvelé de me retrouver sur ce plateau avec Jean-Michel, un très grand Jean-Michel et surtout la crème des chroniqueurs et chroniqueuses de Côte d'Ivoire. Et je pèse mes mots. Plaisir. Bon, le mec il en Bonjour aussi à notre cher Andrea. Bonjour Jean-Michel. Welcome. Bonjour à Cassandra. Bonjour, ça va bien? Ok. Et bonjour finalement à notre Size Boy. Ça va super bien, ça va waouhment bien. D'accord. Merci de les applaudir tous. Mesdames et messieurs, cette émission va vous donner de l'appétit, je le dis franchement, je le pense, car nous ouvrons la série des chroniques aujourd'hui en cuisine avec un appareil dont nous parle notre cher Aloussen, très gourmand. Bon, enfin, pas gourmand à table, mais gourmand de savoir. C'est bon pour vous? Alors, c'est le batteur à œufs mécanique. Effectivement. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qui l'utilise? Toutes les réponses tout à l'heure. D'accord. Aloussen Sidibé, c'est histoire et invention. Alors aujourd'hui dans Histoire et Invention, nous allons faire un bond dans le passé, plus précisément dans les cuisines du passé, pas pour fouiller dans les casseroles, mais plutôt pour s'intéresser à un ustensile apprécié des pâtissiers et des boulangers. Je veux parler du batteur mécanique. Le batteur mécanique a été visité, si je veux être plus précis, a été breveté en 1884 par Willis Johnson. Alors qu'est-ce que c'est un batteur mécanique? Un batteur mécanique, c'est une sorte de fouet qu'on utilise pour monter les œufs en blanc. Vous voyez un peu? Voilà. Pour monter les œufs en blanc. On l'utilise généralement dans la cuisine, donc lorsqu'on veut se faire un bon petit gâteau au chocolat, ou dans les pâtisseries, ou encore dans les boulangeries. Et dans ces genres de domaines-là, on utilise un grand batteur. Il faut dire que les batteurs, à l'époque, étaient dotés d'une manche à laquelle était rattachée une série de fils de fouet à ressort qui permettaient de mélanger et de mixer, sinon de faire remonter les différents ingrédients lorsqu'on devait cuisiner. Avant la sortie de l'invention, sinon avant l'invention de Wilson, le batteur mécanique, les femmes, sinon les pâtissiers... Invention qui date de quand? 1884. D'accord. Donc les pâtissiers, les boulangers et tous les férus de gâteaux et de pâtisseries avaient du mal à faire monter les œufs en blanc parce que ça prenait beaucoup de temps et ça demandait beaucoup d'énergie. Alors l'idée ici était de trouver un appareil, une machine permettant de faire, de battre la pâte, donc à frire, la pâte qu'on utilise pour faire le pain, la pâte, le lait, les œufs, tout ça de manière simple, pratique, facile, rapide et surtout homogène. Parce que les dames me le diront, quand on cuisine un gâteau et que la pâte n'est pas homogène, le gâteau, après, il est pas bon. Vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il n'y a personne qui sait cuisiner un gâteau ici. Hein. Si. C'est vrai. On est juste attentifs. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. En fait, il faut dire que Wilson était en avance. Qu'est-ce que je dis? Wilson, j'ai contracté son nom. Willis était en avance sur son temps parce que à l'époque, c'était pas un batteur qu'il avait mis en place, c'était un malaxeur. Un malaxeur, donc c'est cet appareil-là qui permet de transformer la pâte, sinon de transformer la farine en pâte et donc d'avoir après transformation une bonne pâte avec laquelle on peut faire du pain. Donc Wilson avait déjà, à l'époque, mis en place un malaxeur. Donc malaxeur qui a été utilisé comme batteur à œufs à cette époque-là. Ok.
Voilà, ça sera tout pour le Je sais pas si- malaxage ou le mix. Pour le malaxage et le mixage, sinon pour le mélange de cette chronique de c'est histoire et invention. Alors on se retrouve pour la semaine prochaine. D'ici là, inventez, innovez, créez, réinventez votre quotidien. Ok, merci beaucoup mon frère. Dans le 7e art, est-ce qu'on se permet de mixer les choses aussi? Ouais. De les faire monter en blanc, pour reprendre l'expression d'Aloussen? Bien sûr, c'est possible. D'accord, pour obtenir une certaine homogénéité Merci. logique d'une scène à une autre. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, on va parler donc 7e art, vous l'avez tout de suite compris, avec un sujet très intéressant que nous propose notre cher Andrea sur les salaires. Donc franchement, on passe en mode chiffres. Oui. Salaire des cinéastes ivoiriens. Ça peut Intéressé intéresser énormément de personnes. et découragé. Comment ça paie? Paul Agouré, c'est ciné, c'est média. Bonjour chez vous. Eh bien, aujourd'hui, le cinéma ivoirien, sinon africain, est en ébullition depuis le week-end dernier. Pour cause, les acteurs, sinon les cinéastes, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas payés à la hauteur de leurs prestations. Tout est parti d'un poste qu'a fait une actrice maroco-sénégalaise, Halima Gadji, connue sous le nom de Marème pour avoir joué dans une série sénégalaise très en vogue en ce moment. Elle a fait un post dans lequel elle a dit, et je cite, je raccourcis, si je ne vis pas de mon art, autant arrêter. Être une star et avoir des problèmes pour payer mon loyer ou mes factures, ça sert à quoi? Alors, cette publication a créé un boucan dans la sphère cinématographique sénégalaise. Ça a tellement créé un boucan que c'est arrivé ici en Côte d'Ivoire. Et en fait, les internautes ont assimilé cela. En fait, c'était un peu comme si elle taclait un peu la série dans laquelle elle a tourné, parce qu'apparemment, elle a demandé un cachet et les producteurs n'ont pas validé le cachet. Donc, c'est la raison pour laquelle elle ne fera pas partie de la saison 3 de la série. Voilà, ça, c'est ce que les internautes ont interprété. Son staff managérial est venu essayer de démentir un peu. Ouais, ils ont fait un communiqué pour démentir, sans vraiment démentir. Mais ça n'a pas calmé les ardeurs. Voilà, c'est arrivé en Côte d'Ivoire ici. Comme vous savez, quand nous on charge à faire, ça devient quelque chose de dangereux. Les Ivoiriens sont même allés jusqu'à créer un hashtag. Hashtag je vis de mon art sur les réseaux sociaux pour d'abord apporter leur soutien à l'actrice en question, mais aussi pour dénoncer. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les Ivoiriens se sont rendus compte qu'eux aussi n'étaient pas payés à la hauteur de leurs prestations. Alors, quand vous dites les Ivoiriens ne sont pas payés à la hauteur de prestations, les cinéastes ivoiriens ou tout le corps de métier? Tout le corps de métier, enfin, cinéastes, acteurs, les concernés en ce moment, ce sont les acteurs. Et les techniciens. Les producteurs et les réalisateurs. Vous confirmez, pour être une actrice aussi, oui. Vous confirmez que vous n'êtes pas bien payé? Je confirme. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, ils ont créé un hashtag, il y a même une fédération. C'est les plus chanceux ou ils sont aussi concernés par le problème? Non, ils ne sont pas très concernés par le problème. Ceux qui sont lésés dans le milieu, ce sont les acteurs et les techniciens. D'accord, ouais, ok. Voilà. D'accord. Ibrahim Fofana, donc c'est... Donc en fait, selon les enquêtes, et vu que moi-même je suis dans le milieu, il y a des personnes qui sont même venues sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce fait-là, les acteurs. Donc il y en a même qui ont dit qu'ils ont joué dans des films où ils étaient payés à 20 000 francs, d'autres même moins, ils n'étaient pas payés du tout. Donc ça a vraiment créé un tohu-bohu sur les réseaux sociaux et le sujet est tellement long, tellement grand que moi j'ai décidé de faire ça en 2 parties. Aujourd'hui, je vous ai posé le problème. La semaine prochaine, je vais venir vous expliquer qui sont les responsables de ce phénomène-là. D'accord. Voilà. Tel qu'il est présenté là, je vois les salaires des cinéastes ivoiriens. Je m'attendais à quelques chiffres sur... Voilà. J'ai dit qu'il y en a qui ont touché 20 000. 20 000 ouais. Des cinéastes qui ont touché 20 000 Des acteurs qui ont tourné et qui ont touché 20 000. Il y en a d'autres qui ont tourné qui ont touché 5 000. Alors Jean-Michel, on sera pratique. C'est une actrice. Oui. On est toujours pratique. Hein. Voilà. Quel est ton plus petit cachet J'ai tourné dans un long métrage où je n'ai pas été payé, par exemple. D'accord. Même pas. Non, parce que c'était quoi votre meilleur salaire? Non, je ne peux pas donner mon meilleur salaire. Votre pire salaire? Voilà, c'est celui dans lequel je n'ai pas été tourné. C'était mon premier film. Le producteur nous a dit, c'est ce qui arrive couramment dans notre milieu. On n'a pas de financement, venez vous tourner. Et puis après, quand le diffuseur va prendre, on va vous payer. Mais sauf que si tu tombes sur un producteur véreux, tu ne seras jamais payé. Voilà. Bon, là, c'est quand vous n'avez pas été payé. Quand vous avez été mal payé, voilà. sous-payé, ça a été payé. Gratuit. C'est la gratuité, c'était le plus bas. C'était le plus bas. Attendez, ne répondez pas. Quand vous avez été mal payé. Quand j'ai été sous-payé, à mon sens, c'est quand j'ai reçu 400 000 francs. Ouais, à mon sens. Et pour une série qui a pour un tournage de combien de temps? Un tournage de combien d'épisodes ou de... Pour une série, enfin, je veux pas... pour une série, voilà. Dans cette série, vous avez joué combien d'épisodes? 5 épisodes. 5 épisodes, 400 000 francs. Ne peut pas gagner. Selon vous, c'est mal payé? C'est pas selon moi, c'est très mal payé. D'accord. Parce que quand on vous dit un épisode, c'est pas une scène. Hein. Un épisode, ça peut être, je sais pas moi, 35 scènes. Et si tu es actrice principale, ça veut dire que tu tournes, si le film est sur 15 jours, tu tournes tous les jours de 7h à minuit. D'accord.
Bon, voilà. Quand on pose un problème comme ça, il faut qu'il y ait aussi une sorte de base, de référence. Ça devrait être quoi la normalité aujourd'hui? La normalité, en fait... Quand on doit payer un acteur, comment il faut le payer? C'est de ça que je voulais parler justement la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Voilà. Bon, alors on va maintenir le suspense pour la semaine prochaine. Vous avez un autre point? Vous avez un autre point? Non, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cassandra. Pardon, merci beaucoup, Andrea. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Cassandra est à côté. Donc voilà, normal que j'ai fourché. Allez, Cassandra, c'est vous pour la suite ou pas? Non, pas vous. Riziaon. D'accord. Riziaon, on passe du cinéma à une autre réalité. Au social. Il n'a rien de cinématographique. Ce sont des difficultés vécues par nos petits frères, par les enfants. Et vous avez rencontré des responsables d'un centre spécialisé qui s'occupe d'un cas très particulier. Oui, nous étions à Bingerville et où nous avons rencontré M. Touré. M. Touré est le responsable de la Page Blanche, qui est un centre médico-psychopédagogique spécialisé pour personnes en situation de handicap intellectuel et psychomoteur. D'accord. Voilà. Donc vous nous en disiez plus dans un petit moment après votre jingle. Tout à fait. Naturellement. Riziaon, c'est famille. Nous étions à Bingerville, comme on le disait tout à l'heure, pour rendre visite aux enfants qui sont victimes de handicap. Il s'agit de la trisomie 21, les troubles du spectre autistique, l'infirmité motrice cérébrale ou la paralysie cérébrale. Il y a la dysharmonie cognitive avec déficience légère, modérée ou lourde et le retard et difficultés d'apprentissage. Alors, nous avons rendu visite à M. Touré et c'était émouvant, c'était quelque chose qu'il faut voir. C'est parti dans cet élément. Bonjour M. Touré. Bonjour Riz. Alors, je rappelle que M. Touré est le directeur de AREA, la Page Blanche. Alors, pour commencer, AREA, la Page Blanche, c'est une ONG, c'est une association, c'est une école. Qu'est-ce que c'est réellement? Alors, l'AREA, la Page Blanche, c'est deux entités en une et je vous explique. L'AREA, c'est l'association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée. On peut dire que l'AREA est la mère de la Page Blanche. Ce sont des parents d'enfants en situation de handicap qui, depuis 1991, se sont mis ensemble, ont créé une ONG et dès qu'ils ont créé l'ONG, ils ont créé automatiquement l'école La Page Blanche, le centre médico-psychopédagogique, je précise. Donc la Page Blanche existe depuis 1991 et nous avons 30 ans cette année. Alors M. Touré, quel type d'enfants vous recevez ici particulièrement? Alors la Page Blanche accueille les handicaps intellectuels et psychomoteurs. Par rapport à tous ces handicaps que vous avez cités, y a-t-il une façon particulière d'instruire ces enfants? Nous sommes un centre médico-psychopédagogique. C'est-à-dire que pour la prise en charge de nos enfants, nous avons non seulement besoin de personnel qualifié en matière médicale, en matière psychologique, également en matière psychoéducative. Alors, le centre étant spécialisé, il va sans dire que la prise en charge des enfants est forcément spécialisée. Alors, on va prendre le cas particulier de la trisomie. Voilà. Quels sont les symptômes, comment on reconnaît un enfant qui a atteint de trisomie 21, et puis quels changements cela peut envoyer dans son comportement. La trisomie 21, parmi les handicaps, est celui qui peut être détecté depuis la grossesse. Les spécialistes, les médecins ont des examens qu'ils font pour savoir si oui ou non l'enfant il est trisomique. Alors la trisomie peut se voir déjà depuis la grossesse. Un trisomique pris en charge assez tôt se développe et développe certaines potentialités. Pour vous dire, on a même ici des champions des Jeux spéciaux olympiques qui nous ont apporté des médailles d'or de Chine, de Los Angeles, également de la Grèce. Ça veut dire qu'un trisomique, quand il est pris assez tôt en charge, il se développe. Vous allez bien? Je vais très bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici, nous apprenons à lire, à écrire. Nous faisons des mathématiques, les conjugaisons. En plus, on fait des calculs, les centaines, les dizaines. Avant, c'était chose, la multiplication. Voilà, ça a été vraiment difficile pour moi. Mais depuis que je suis ici, là, tout va bien ici. Vous savez pourquoi vous êtes ici particulièrement? Oui. Pourquoi vous êtes ici? Bon, on avait dit qu'on allait construire une école ici d'abord. Mais parce qu'il y a des parents qui sont venus
les enfants ici. Parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient construire des écoles, ils avaient dit qu'ils allaient construire des piscines, aussi le trottoir. Chacun de nous tous. Vous habitez où? Moi j'habite à Adien, vers la mosquée au carrefour de l'Opéra. Au carrefour de l'Opéra, vers la pharmacie des Pelles. Là. Chaque matin, je suis obligé de prendre le car, une chose au BM là-bas. Dans notre ancienne école où on était avant, on n'est plus là-bas. Donc, je suis obligé de prendre le car le matin pour venir ici. Voilà, Jean-Michel, comme vous avez pu le constater, il y a des personnes qui vivent avec ce handicap et nous qui avons eu cette chance de naître avec toutes nos facultés, disons merci à Dieu. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de faire du bien autour de vous. Tout à fait. Alors, je viens de suivre votre chronique, je suis touché. J'ai envie, moi, d'apporter ma contribution en tant qu'Ivoirien, en tant qu'humain sensible. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous allez sur Facebook, vous tapez la page blanche. Il y a des contacts, les numéros de téléphone. Vous allez joindre M. Touré qui va vous donner tous les détails pour que vous puissiez aider vos petits frères ou vos enfants. La page blanche tout court, hein, pas ONG, pas rien d'autre avant. La page blanche. Ok. Merci beaucoup. D'un sujet à un autre, on continue de s'enrichir dans cette émission. Tout de suite, le relais ou le témoin est passé de Riz. Riz, vous passez le témoin à Alissa, allez-y. Passez le témoin. Voilà. Allez, on lance tout de suite l'écran. Alissa Zena Khalil, c'est Midi People. Merci Maxime Affairé, je suis super contente de vous retrouver. Donc, nous aussi. Mes affairés et tout. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un tout petit peu sensible. Alors, c'est vrai que c'est un affairage, mais bon, qui va déboucher sur autre chose. On a la plus célèbre des Kardashians, Khloé Kardashian, qui s'est vue insulter pendant 2 semaines sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je vous explique. Khloé, c'est toujours de belles photos sur Instagram, sur Facebook et tout. Et il y a quelques jours, une photo de Khloé sans retouche a fuité sur les réseaux sociaux. Et depuis lors, elle essaie de tout faire pour que cette photo soit retirée des réseaux sociaux. Pourquoi est-elle autant allumée? Vous l'avez dit depuis quoi? 14 jours maintenant? 2 semaines? 2 semaines parce que Qu'est-ce qu'on lui reproche? Les abonnés de Khloé Kardashian, au fait, se sont sentis dupés par la star parce que les photos qu'elle poste tout le temps n'ont rien à voir avec cette photo-là. C'est-à-dire, voilà, en général... Voilà, en général, c'est ça. En général, c'est ça qu'elle nous sert, au fait. Un corps parfait. Oui, un corps parfait. Ce qu'il faut préciser, c'est que parmi les Kardashians, Khloé, au fait, est toujours passée pour le vilain petit canard. C'était la sœur qui n'était jamais très mince, qui n'était jamais très belle. D'accord. Je vous dis à mes côtés. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Yeah, of course. Okay. Justement, de peur de me répéter, Khloé, c'était vraiment le petit canard, le vilain petit canard de la famille qui n'était jamais à sa place, qui se sentait toujours mal, qui se sentait pas belle, qui se trouvait grosse, qui se trouvait moche et tout. Donc pendant des années, elle a dû faire avec. Et là, depuis un certain temps, on se rend compte au fait que c'est le grow-up, enfin le grow-up, c'est genre Khloé, nouvelle version sur les réseaux sociaux. Et cette photo-là a vraiment paniqué la star qui a pris 3 jours pour se justifier. C'est-à-dire qu'elle a fait des vidéos où elle montrait son corps. Elle a fait des photos pour dire aux internautes au fait qu'elle ne ment pas, c'est son vrai corps et il est parfait, mon chien et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vraie douleur au fait interne. J'ai l'impression qu'elle retient le ventre. Qu'elle a retiré. Là, on dit naturel. Là même encore, on dit naturel, mais il y a eu un lifting brésilien. Okay. Même quand on dit naturel, bon, c'est pas le lifting a concerné quelle partie de son corps? Le ventre et les cuisses. Ah, ok. Ouais, il y a eu un retiré de la graisse? Ouais, on lui a retiré de la graisse, il y a eu une liposuction et un peu de peau étant enlevée au fait. Alissa? D'accord. Oui. Okay. C'est pas la maman qui a complexé ses enfants. Après, le problème, c'est que quand vous avez des frères et sœurs et que les autres sont toujours au top et essaient de toujours tout faire pour plaire à maman, pour avoir l'approbation de maman, c'est vrai que vous qui n'êtes pas le canon de la famille, vous vous sentez un tout petit peu mal. Parce que après, côté morphologie, Khloé n'a rien à voir avec ses sœurs. Vous me direz, au fait. Maintenant, après, ce qu'il faut savoir, c'est que Khloé a eu un enfant récemment et elle avait déjà ce mal-être avant d'avoir sa fille. Donc, sûrement, le corps, après l'arrivée de bébé, toutes les femmes le vivent très différemment. Tu as des femmes, après l'arrivée de bébé, qui sont nickel, qui n'ont pas de séquelles. Mais par contre, tu as d'autres qui font même une dépression
au fait, parce que tu te vois toute transformée, tu vois ton ventre qui n'est plus pareil, tu vois les vergetures partout sur ton corps. Franchement, si tu n'es pas accompagné ou suivi à avoir le soutien de tes proches, tu le vis très, très difficilement, surtout les femmes qui sont césarisées, qui n'arrivent pas à attacher le ventre après. Parce qu'ici, en Afrique, on a des astuces de grand-mère, de maman et tout, ce qui est de s'attacher le ventre juste après l'arrivée de bébé. Mais là encore, c'est dans le cas où vous accouchez par voie basse, c'est-à-dire vous n'êtes pas césarisé. Moi, si vous avez reçu une césarienne, vous êtes... Au fait, vous voyez votre corps se transformer et vous êtes dans l'incapacité de régler tout cela. D'accord. Donc, comment anticiper sur tout ça et tout le Comment anticiper tout ça, c'est qu'il faut le complexe que ça crée. Est-ce que vous parliez d'astuces de grand-mère? Effectivement. Bon, les astuces de grand-mère, au fait, ici, déjà, il faut éviter le stress pendant la grossesse. Parce que plus de femmes se sont faites césariser parce qu'elles étaient super stressées. Moi, j'ai été césarisée parce que j'étais super stressée. Généralement, quand vous stressez, c'est pourquoi? Tu as peur parce que c'est la peur de l'inconnu aussi. Tu ne sais pas ce qui va t'attendre ce jour-là. Tu ne sais pas. Tu es choqué, tu es effrayé. L'intensité des douleurs. Effectivement, parce que les gens, ils ne vont jamais te dire non, ça va se passer. On te dit toujours que dès que l'enfant sort, tu es content, ça se passe bien. Mais non, il y a une vraie douleur derrière tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers les femmes déjà accouchées, prendre des conseils? Il faut savoir que c'est un sujet tabou en Afrique. C'est un sujet qui est vraiment tabou. Moi, j'ai fait une petite dépression après l'arrivée de mon enfant. J'en parlais aux gens, ils me disaient, mais toi, tu te comportes trop comme une blanche, au fait. Mais pourtant, on en souffre vraiment, au fait. Tu fais une dépression après parce que tu peux même aller jusqu'à rejeter ton enfant. C'est ça. Parce que c'est difficile, au fait. Et de plus en plus de femmes aujourd'hui prennent la parole, commencent à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est parce que vous êtes aussi en partie trop soucieuse de votre corps? Non, pas que tu es en partie trop soucieuse de ton corps, mais tu ne te rends pas compte de tout ça. Tu ne sais pas après. Moi, personne m'a dit que quand tu vas finir d'accoucher, ça va être comme ci, comme ci, comme ça. Personne n'en parle, on ne te dit jamais, au fait. Okay. Donc, en fait, tu es juste face à ta situation dès l'arrivée de l'enfant et tu passes des jours sans dormir. Excuse-moi, mais là-dedans, tout ne se passe pas bien. Tu as même envie de te jeter dans un pont parce que tu ne dors pas bien, donc ton esprit n'est pas en place. Éviter le stress, demander conseil à ceux qui ont de l'expérience. Oui, éviter le stress, demander conseil et s'apaiser, au fait. Il faut aussi dire qu'il faut que les hommes africains s'impliquent, au fait, dans les grossesses. Il ne faut pas se contenter d'engrosser, il faut aussi non, il ne faut pas se contenter d'engrosser. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, il pleure, il est couché, il fait comme s'il n'entend pas. Tu es obligé de le réveiller, et là même encore, tu le réveilles, il fait comme s'il n'entend pas. Il faut continuer les rapports avec la femme pendant même la grossesse. Il faut aussi, donc voilà, je vais essayer de raccourcir tout ça. C'est un sujet très vaste. Je vais essayer de raccourcir. Je ne veux pas qu'on oublie l'aspect secret parce qu'on a beaucoup parlé du ventre. Effectivement, pour faire entrer le ventre, on a nos moments au fait qui nous demandent de mettre du beurre de karité sur le ventre et de s'attacher le ventre. Mais attention, on attache le ventre avec un pagne assez spécial, le kita. Peut-être que je ferai venir la prochaine fois pour que vous puissiez voir. On attache le ventre avec du pagne kita. Avec les autres, ça ne marche pas? Non, c'est avec le kita parce que le coton est un peu plus solide au fait. Donc quand vous attachez le ventre, tu as certains moments au fait qui gardent le pagne et même quand elles sont en train de manger, au fait, elles gardent le pagne. Non. On attache le ventre. Après, quand on doit manger, on enlève. Et on laisse le ventre se reposer au moins 30 minutes, le temps de digérer, ensuite rattacher le ventre. Mais attention, ça c'est dans le cas où vous n'avez pas été césarisé. Si vous avez été césarisé, dommage, mais vous allez devoir laisser le ventre sans l'attacher. Il faut attacher le ventre comme ça pendant combien de mois? Il faut attacher le ventre pendant 3 mois. 3 mois. Oui. Il y a rien. Dès l'arrivée de bébé. D'accord. Il n'y a pas de risque si vous accouchez par voie basse. Okay. Mais si vous avez été césarisé, vous ne pouvez pas attacher le ventre. Vous devez laisser le ventre et après les 3 mois, si vous allaitez encore, même vous devez juste voir votre alimentation. Il n'y a pas de mesure à prendre aussi au niveau de l'alimentation? Oui, au niveau de l'alimentation, si vous allaitez, vous ne pouvez rien faire. Okay. Vous devez manger pour pouvoir avoir du lait pour allaiter bébé. Ok, super. Mais après avoir sévré bébé, vous devez éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est nourriture après 17 heures. Ok, c'est compris. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette très instructive. Et quand on parle de bébé, c'est aussi un univers où il y a énormément de promotions, de produits laitiers, voilà, même des petits gadgets, de tenues. C'est un gros business. C'est un très gros business. Comme le business de la pub sur RT1. Allez, tout de suite, mesdames et messieurs, on se retrouve derrière. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer des personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1.
Le grand jour des chroniques en direct sur RTI1 pour vous accueillir après les minutes commerciales. Julie N à la guitare nous livre une version acoustique de son titre Mon Bim, deuxième single de sa carrière, tout en variété. Allô mamie, y'a fait rage. Je reviens du boulot, j'ai le cœur qui bat la chamade. Devine qui j'ai vu là-bas? Fantomas. Oh, tu es trop forte, tu as trouvé. C'est lui en chérie, on danse. Quand bébé tu as changé, je t'ai toujours adoré. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, je suis revenue, je veux t'épouser. Il m'a pilonné du regard, il n'a pas arrêté. Voilà, il m'ogola, il est pathétique. Volume. Amnésique. Volume. Atypique. Volume. Maléfique. Il lui faut des antibiotiques. Carrément, il a vu mon bim, il a vu le rire. Il a vu mon bim, il a vu le rire. Il a vu mon bim, il a vu le rire. Il a vu mon bim, il a vu le rire. Mamie, tu vois ça, il est né après la honte. Faut trouver les mots pour glacer mon cœur. Malgré tout ce qu'il m'a fait dans le passé. Tel père, telle fille, la protégée de David Taillero vient de nous faire du bien en musique, en direct sur RTI1. Merci à Julie N. Le plaisir continue sur votre chaîne de télévision. Saviez-vous qu'il existe une sorte de corrélation entre la forme des aliments que nous mangeons et les zones de notre corps qu'ils soignent? Ouais. C'est Cassandra Samoa qui fait la diététicienne pour nous aujourd'hui. Cassandra Samoa, c'est à savoir. Beaucoup Jean-Michel. Alors comme vous le savez, dans C'est à savoir, dans cette chronique, voilà, on fait des recherches, on parle de tous les sujets. Et dernièrement, je me suis remise à manger des légumes et j'ai fait une jolie découverte concernant certains aliments qui non seulement ont des vertus médicinales, mais en plus qui ressemblent à certains de nos organes vitaux. Alors c'est parti pour les 8 aliments qui soignent les organes auxquels ils ressemblent. On commence avec la carotte coupée qui ressemble à un œil humain et lorsqu'on en consomme régulièrement, elle améliore la circulation du sang vers les yeux. Deuxièmement, la tomate à 4 chambres et rouge comme le cœur. Eh bien, la tomate est chargée de lycopène qui réduit les risques de maladies cardiovasculaires. On continue avec la noix qui ressemble à un cerveau et qui aide à prévenir la perte de mémoire. La noix de quoi? Parce que nous, on connaît la noix de coco. J'ai dit la noix. Non, la noix tout simple. La noix, d'accord. La noix tout, voilà. Quatrièmement, les haricots ressemblent à des reins et ils sont prescrits dans la guérison et le maintien des reins. On continue avec l'avocat qui est excellent pour les femmes enceintes. Sa forme en ampoule rappelle celui de l'utérus. Alors, il est bénéfique parce qu'il contient de la vitamine B9 et il prévient contre les malformations. On continue avec le céleri. Alors, son eau fournit des minéraux comme le silice, un minéral qui stimule la production et le renouvellement des tissus articulaires. Septièmement, la patate douce ressemble au pancréas et favorise son bon fonctionnement. Et on termine avec la pamplemousse qui ressemble à des seins. Oui. Et qui est bénéfique pour la santé Alissar, pourquoi vous des seins. Oui, parce que Alissar... non, merci. Bon pamplemousse. Votre D'accord. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le jus de pamplemousse, c'est très bon. Moi, oui, j'ai déjà consommé. Bien frais, c'est... Moi, j'en ai consommé ce matin. Ah, tiens. D'un coup, pamplemousse, hop, réveil. Ouais, pamplemousse. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bravo, ma très chère Cassandra. Vous êtes bien entré dans l'émission. Voilà, franchement, avec les pamplemousses. Allez, c'est parti. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Merci. Alors Jean-Michel, les internautes, ils envoient de nombreuses questions. Par moments, j'hésite. Souvent, j'ai même envie de prendre 2 questions. Mais bon, on va en prendre seulement une. Et celle qu'on a choisie aujourd'hui, elle est de Kwame Romaric qui demande comment est-ce qu'on peut reconnaître une fausse information.
Ouais, j'ai trouvé ça intéressant, surtout dans ces temps où les rumeurs fusent de partout. Il faut s'informer sur le digital. Il n'a pas spécifié, mais on va s'accentuer sur le digital, comme c'est l'univers que je maîtrise le mieux. Tout à fait. Voilà, parce que ce soit smartphone, PC ou tablette aujourd'hui, quand on voit une information, on a du mal à reconnaître si c'est une information qui est vraie ou au contraire si c'est une infox, donc quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Alors, il y a plusieurs étapes à suivre et ces étapes nous renvoient au principe journalistique. Mais moi, j'ai décidé d'en faire ressortir deux que je pense être simples. Alors, la première des choses, c'est tout simplement de vérifier la source de l'information. Parce que la plupart du temps, les actualités sur lesquelles on tombe et qui sont de fausses relèvent très souvent de sites qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que le site est digne de confiance ou si c'est une personne qui a partagé, par exemple, l'information sur les réseaux sociaux, est-ce que, en termes de réputation, la personne a une cote élevée? Si c'est une personne qui a déjà partagé des trucs édifiants auparavant, donc que ce soit une personne, crédible, que ce soit une personne ou un site, il faut déjà se rendre soit sur le site ou sur le profil de la personne, voir les types de contenus que la personne a partagé auparavant. Et par rapport à ça, vous aurez déjà une petite idée. Alors, la deuxième piste, c'est de définir qui d'autre en parle. Qui d'autre, quand je dis qui d'autre, ça peut être aussi bien des personnes ou des sites web. Voilà. Donc, dans le cas de grands événements comme des élections ou la crise du coronavirus, on va se retrouver avec un max d'informations et ce n'est pas toujours évident de pouvoir se retrouver. Et aujourd'hui, on sait par exemple, quand on est en Côte d'Ivoire, que les sites de référence, c'est bien sûr rti.info. Ensuite, on a d'autres sites d'information sur lesquels vous pourrez vous rabattre. Ça vous permet de regrouper les différentes informations. Sinon, pour emprunter le terme journalistique, de recouper les différentes informations pour avoir l'information vraie, l'information officielle. Pour terminer, je voudrais vous partager les passoires de Socrate. Voilà, une infographie que j'ai réalisée pendant les élections et qui, je pense, pourrait être très utile. Socrate, c'est le gars qui est non, c'est pas lui. C'est pas lui. J'ai réalisé cette infographie sur la base des 3 passoires de Socrate. Et Socrate, il dit avant de partager une information, sinon avant même qu'on ne lui donne une information, il y a 3 questions qu'il pose. Est-ce que l'information est vraie? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est utile? Je vous invite également à avoir le même comportement sur les réseaux sociaux. Ouais. Avant de partager quelque chose, posez-vous ces 3 questions. Si vous n'avez pas de oui à ces 3 questions, laissez tomber. C'est bien ça. Ouais, merci beaucoup. Merci. Allez, il est maintenant l'heure dans cette émission de recevoir notre invité. Vous le savez, chaque mercredi, nous avons un invité pertinent et à partir duquel nous avons des informations très édifiantes, intéressantes et même des opportunités. On le retrouve juste après la dernière ponctuation publicitaire. Je passe à C'est Midi. Monsieur Alphonse Niamien, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Uniliwan, qui est une entreprise spécialisée en conseil et en formation et entrepreneuriat, qui a été créée en France en 2010. La France est le pays où vous avez étudié et travaillé. L'entreprise est aujourd'hui installée dans 7 pays. Vous êtes diplômé en finance et entrepreneuriat de l'EM Lyon Business School. Vous avez travaillé à Bouygues Télécom Lyon en qualité de contrôleur de gestion et à Deverdem en qualité de responsable financier. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Alors, quelles ont été les principales difficultés, parce que créer une entreprise, c'est aussi faire face à des difficultés, hein. Quels ont été donc les principaux challenges, pour changer de mot, auxquels vous avez été confrontés et les solutions que vous avez produites par la suite? Merci pour la question, elle est très bien. Moi déjà, le premier challenge, ça a été d'abord, pourquoi créer l'entreprise elle-même? Dans mes années universitaires, j'ai été en maîtrise de gestion. On était 1007 étudiants diplômés de la première session de sciences économiques de gestion à Abidjan. Je me suis posé la question, on ira où nous tous? Première session, on est 1007 personnes et après, du coup, la question se pose, comment on fait l'insertion? Après mes études en France, j'ai découvert en fait en France une nouvelle méthode d'apprentissage qui était totalement différente de ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Et du coup, je me suis rendu compte que l'insertion part par le mode d'apprentissage. Et donc, les premières difficultés ont été de dire comment on peut réussir à changer le modèle pédagogique des écoles pour qu'on puisse aller plus vers l'emploi. Et donc, on a été confronté à des écoles qui ne comprenaient pas le modèle, des étudiants qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire pour travailler, et ainsi de suite. Et on a parcouru quand même 7 ans à aider les entreprises, les écoles. Et ce que je peux retenir comme principale difficulté dans ces enjeux, c'est d'abord l'organisation de certaines entreprises qui n'étaient pas top.
telles que des PME naissantes qui n'ont pas les moyens de se prendre des gros organisateurs qui coûtent assez cher et donc qui n'ont pas cette organisation. Les étudiants qui, eux, d'un côté, ils finissent un diplôme, mais qui ne savent pas ce qu'on en fait parce qu'ils n'ont pas l'outil minimum en termes de pratique à exercer. Même quand il fait un BTS ou une licence en comptabilité, il n'a jamais touché un logiciel de comptabilité dans une entreprise, il ne sait pas quoi faire. Et donc, les entreprises ne pouvaient pas prendre les jeunes diplômés qui sont dans des écoles. Donc, ça a été notre plus gros challenge en termes de difficultés. D'accord. Alors, tout ça vous a mené à proposer une solution que vous appelez Océane Pro. C'est quoi le contenu de l'offre pour les étudiants et les entreprises que vous avez évoquées? Oui. Alors, Océane Pro, justement, a été la solution après une dizaine d'années d'exercice. Océane Pro est une entreprise qui crée des outils pédagogiques au service des étudiants et des entreprises. Alors, la première chose, c'est qu'on a un taux de pénétration en ordinateur qui est très faible en Côte d'Ivoire. Donc, les étudiants, même s'ils veulent des logiciels, n'ont pas d'ordinateur. S'il faut acheter un logiciel et un ordinateur, c'est coûteux. Alors, on a d'abord conçu des logiciels mobiles. Et donc, aujourd'hui, les logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, gestion finance et logistique, ils sont mobiles. Donc, l'étudiant peut déjà, son téléphone, avoir accès pour son exercice. Les entreprises, c'est pareil. Ça coûte assez cher de payer un logiciel de comptabilité en entreprise, PME. Et donc, Océane a d'abord conçu des logiciels précis pour les étudiants, pour les entreprises, pour tout type de personnes qui en ont besoin. Ça a été la solution qu'on a proposée et aujourd'hui, Océane accompagne plus de 500 étudiants à travers l'Afrique en stage. D'accord. Alors, avec ces étudiants-là, ce que vous faites, c'est que vous les formez en leur donnant des outils pour les préparer à insérer ou à pénétrer des entreprises. Comment donc se fait la sélection de ces étudiants et qu'est-ce qu'ils apprennent de façon pratique avec vous? OK. Alors, un cas très concret, nous avons une entreprise aujourd'hui à Abidjan qui veut un comptable. Elle n'a pas forcément des gros moyens de débaucher un comptable, mais elle veut un comptable parce que c'est régi par la loi. Alors, elle nous fait appel pour dire, écoutez, je veux un comptable. Nous, on prend un étudiant qui a la volonté, c'est notre principal critère. On ne fait pas d'entretien pour dire il est bon, il n'est pas bon. On va sur le principe qu'il est diplômé, point. Alors, s'il a la volonté, on le forme aux outils qu'utilise l'entreprise en question. Donc, l'étudiant a ce savoir en termes d'outils et on le met dans l'entreprise avec l'outil. Donc, dans l'entreprise, il est un peu comme le dieu de cette entreprise, vu qu'il est le seul qui connaît l'outil en question, dont a besoin de l'entreprise. Parce qu'il a une formation adaptée aux besoins de l'entreprise. On l'a formé à cet outil-là pour l'entreprise qui a ce besoin particulièrement. Donc, on est sur une adéquation, mon outil, mon étudiant stagiaire et mon entreprise. D'accord. Puisque vous offrez des stages ou des formations pour qu'on appelle pré-emploi, vous savez qu'il y a une documentation en Côte d'Ivoire. Quand on parle de stage, il faut avoir le contrat de stage, il faut avoir une attestation de stage. Lorsque vous mettez entre l'entreprise et l'étudiant, finalement, qui, au terme du processus, délivre l'attestation de stage? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'entreprise? Je veux comprendre un peu ce mécanisme-là. Alors déjà, Océane Pro est une entreprise qui elle-même suit d'autres entreprises. Donc on les appelle les accompagnateurs. Donc elle est réglementée par le ministère des PME en ce sens, elle est réglée. Sur cette base-là, Océane embauche déjà les stagiaires elle-même et place le stagiaire dans son entreprise client. Donc, le stagiaire est comme en mission chez le client d'Océane. Donc, le client d'Océane n'a pas à faire un document, c'est Océane qui fait les documents. Et nous travaillons avec Emploi Jeune, l'agence Emploi Jeune, qui aujourd'hui est content de bosser avec nous depuis 3 ans quand même, qui nous place des étudiants en stage. Et donc, l'entreprise que nous sommes, on fait le document du stagiaire, l'agence Emploi Jeune nous fait un document complémentaire. Lorsque l'étudiant a commencé, on lui donne un document de démarrage de stage qui lui permet de payer sa carte de bus avec la SOTRA. Plusieurs ont été bloqués par la SOTRA parce qu'ils ne sont plus étudiants. Mais une fois qu'ils ont commencé le stage, on leur donne ce document, ils vont à la SOTRA payer leur carte de bus déjà. Et à la fin de leur stage, on fait leur rapport de stage, ils ont leur thème et ils vont soutenir leur diplôme avec un document d'assistant de stage. Ouais, c'est super ça. Okay. Alors, dans le processus, toujours, vous organisez aussi ce que vous appelez des business games depuis 2010. C'est passé maintenant à une autre appellation qu'on appelle les Tomorrowers depuis 2018. Ça consiste en quoi? De façon très simple et succincte. Et j'ai entendu parler aussi de ces bourses d'études que vous accordez aux meilleurs étudiants ici pour des écoles de commerce en France. Alors, il faut dire que c'est notre aventure a commencé par le business game. Ça a été pour moi l'élément déclencheur de créer une entreprise en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. C'est qu'en France, quand l'étudiant va à l'école, qu'il apprend de la théorie, à un moment donné, on le met dans une relation physique. On dit, tu es ton chef d'entreprise, voici une entreprise, vas-y, dirige l'entreprise. Il est confronté à ses pratiques, il trouve ses propres solutions. Et donc, cet élément de business game qu'on a découvert en France, on l'a déporté en Afrique en disant, tous les étudiants ont droit au business game. Donc, c'est une compétition professionnelle où chaque étudiant est chef d'entreprise et on lui a fait des stagiaires, même s'il est étudiant. Et ces stagiaires-là sont censés être ses collaborateurs. Donc, il les dirige, on lui donne un chiffre d'affaires, un capital de départ et il gère son entreprise. Et on est arrivé à créer des prototypes qui sont sur les secteurs tels que l'ananas, tels que la pomme de cajou. Ils ont créé des prototypes, ces étudiants-là.
À la fin, le meilleur étudiant, sinon les 3 meilleurs étudiants ont des bourses d'études jusqu'à 10 000 € financées par la Chambre de commerce de Pau, qui est depuis 2018, effectivement. La Chambre de commerce de Pau. En France? Pau-Berne, oui, en France, qui est le partenaire officiel de No Business Game en Afrique subsaharienne depuis 2018, et donc qui finance d'abord l'organisation, qui ensuite recrute les meilleurs étudiants stagiaires et qui leur donne une bourse d'études pour aller étudier dans ces locaux en France. Une bourse d'études à 100%? Non, la bourse d'études fait à 50%. Super. Ok, alors, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dérouler, mais l'essentiel est là. Merci beaucoup pour cette plateforme que vous offrez aux étudiants de Côte d'Ivoire et aux entreprises aussi. Alors, comment on peut vous contacter sur le digital? Alors, sur le digital, vous tapez 3 fois w.oceane-pro.fr. Océane, c'est O-C-E, A-N-E. Sans accent. O-C-E-A-N-E-pro.fr pour les entreprises et www.ariane-bg.fr pour les étudiants. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Niamien, DG du NIL Iwan, Côte d'Ivoire. Allez, nous allons terminer cette émission. Vous voyez, il n'y a pas de challenge aujourd'hui? Il y en a un. D'accord. Le résultat. Bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà. Oui, avec Julien Toili. Excusez-moi, moi je ne vis pas ici, je peux me déplacer et mon artiste ne veut pas juste son dernier morceau. Allez, mon bim, allez-y, parce que là, il faut respecter les malades. On l'a déjà entendu, il faut faire quelque chose, ça va être un titre différent. Hein. Bon, joue-nous un peu du Sonia Nelson, tu as ça là? Oui. Allez-y, pour remercier le CBCG de Cocody, l'association des aides soignants FSM, Sainte-Marie de Cocody. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Très très bonne journée à la maison, chez vous. Et puis demain, c'est midi, toujours rendez-vous jusqu'à vendredi avec Caroline Da Silva. On vous embrasse très fort, soyez heureux. Julienne, pour terminer. Un jour j'ai découvert que Ika existait, patience et puis l'amour.